Vous savez, on est à la recherche d'un ULM plutôt de bonne performance, si ce n'est de haute performance, pour venir rajouter un petit peu de la punchitude en bon français au club. Et là, Viper, forcément, ça fait penser à quoi? Au marché du siècle, au F16. Et il semblerait bien, que le fondateur, il kiffe les chasseurs. Ça se voit d'ailleurs à la verrière. Cette grosse bulle, ça vous fait forcément penser au Viper. Donc ce qu'on va faire, regardez ça un peu, ça a l'air très sympa. D'ailleurs, ça existe même en certifié. Il y a quand même un petit côté rassurant hein, quand tu te mets dans le monde de l'ULM qui, je vous rappelle, n'est pas certifié. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de trouver le revendeur France de cette belle machine qui nous explique un petit peu comment ça marche. Et perso, je suis déjà fan de la sellerie. Alors, on n'est pas dans l'aviation pour la sellerie, mais si vous faites 5-6 heures par jour d'instruction ou de vol ou de baptême dans ces aéronefs, vous allez vous rendre compte que votre retour d'expérience de la chasse, c'est que dans le monde civil, on est beaucoup mieux assis que dans un Rafale. Allez, on va voir ça. On attaque directement, on va retrouver Jean-Christophe avec le Viper. Alors c'est pas le F16, salut. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Donc moi j'ai flambé directement, quand j'ai vu ça, j'adore, on dirait un petit bonbon. Ton magnifique ULM, là, ton Viper, il vise quelle population, quelle clientèle? Est-ce que nous on peut l'acheter pour le club? Bien sûr que tu pourras l'acheter pour ton club, il vise beaucoup de types de clients, autant les écoles que du propriétaire, que des gens qui veulent faire de l'altisurface, du voyage. Voilà, c'est une machine très safe qui répond vraiment à beaucoup de populations en fait dans le monde de l'aviation. On a 100 litres, ouais, donc 100 litres de fuel. Tu as 5h30 d'autonomie de vol à 200 km/h de croisière. Donc on traverse la France sur un plein? Quasi, ouais. Quasi, ouais. Avec le vent dans le dos un petit peu. Ouais, et en gardant une petite réserve. Et en gardant une petite réserve. Et du hélice, vous avez des hélices qui sont incroyables, on dirait des épées. Nous, on est basé juste à côté du hélice, on travaille avec eux. Et aujourd'hui, on est fiers qu'ils nous aient acheté une machine pour faire leurs propres essais. Parce que le Viper, c'est le leur. Donc là, tu es en train de me dire que toutes les personnes qui ont une Duke hélice, leur hélice va, on va dire tous ceux qui achètent maintenant, à voler avec toi sur cette machine. Sur le Viper SD4, ouais. Retenez le Viper SD4 parce qu'en gros, c'est ce qui permet de certifier. Enfin, voilà, et avec Vincent et l'équipe Duke, je fais les essais avec eux. Donc s'ils te font confiance, c'est que ça marche plutôt pas mal. Ouais, et puis c'est une machine, je te dis, qui est sécure. Donc avec ça, je peux faire tout type d'aviation. Il faut en gros 350 mètres de piste. C'est ça. Si par contre, mon objectif, c'est plus, on va dire, d'utiliser mon ULM pour moi, c'est qu'il y a toute une population de propriétaires. J'ai envie de partir en vol avec madame ou avec un gamin. J'ai pas envie de faire de l'école ou je veux un truc un peu plus performant. Vous proposez autre chose ou pas? Ouais, alors nous, on a deux types de produits. Donc on a l'aluminium, le Viper, et après on va avoir l'Ellipse. C'est le même constructeur? Non, c'est pas le même constructeur, ça va être une machine qui est full carbone, d'accord, avec vraiment une ADN spécifique, avec une aile elliptique. Ouais, elle est bizarre ton aile. Elle est superbe, ouais, tu veux dire. Là, faut filmer. Voilà. J'ai jamais vu une aile comme ça. C'est une aile elliptique, un profil, une gouvernantée, une machine qui sera quand même performante, vraiment performante. Ouais. Et à des prix performante, t'es à quelle vitesse à peu près? On va croiser en fixe avec pas fixe. Dès qu'on va commencer à mettre du pas variable, des choses un peu plus, voilà, on va pouvoir être entre une tranche entre 230 km/h et 270 km/h. Ouais, 270, ça commence en train rentrant. D'accord. Voilà. Et là, je te parle, les minima, c'est avec les trains fixes. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Et donc là, par contre, il faut quoi comme longueur de terrain pour être à l'aise et pour... Alors là, on va être plus sur du terrain, 400-450 mètres, d'accord. Ouais. Et puis on aura une machine qui sera peut-être pour une clientèle qui a déjà passé un cap au niveau d'heures de pilotage. Qui cherchera un peu plus une machine un peu plus avec une ADN différente, tu vois, une ADN un peu plus racée. Tu peux nous expliquer, j'ai jamais vu une aile comme ça. Alors, quand même, cette fameuse ouverture, c'est une sorte de bec. Alors exactement, c'est un bec mais qui est annulé pendant le vol parce que en fait l'air passe dessus et dessous et la en fait limite décroche pas. Elle reste... Voilà, exactement. Par contre, quand on augmente le problème de l'aile elliptique, c'est qu'en fait, tu as le bout de l'aile qui décroche avant l'aile complète. Le bout de, je veux dire, c'est vraiment que le. Donc on a un décrochage qui est brutal, d'accord, et haut. C'était le problème des Spitfire, d'accord? Ah bah oui, des chasseurs. Exactement. T'as compris? Ça, c'est la Spitfire. J'ai compris, ça y est. Donc, ça y est. Et en fait, donc le constructeur, pour le faire rentrer en ULM, il fallait qu'il décroche donc à ses 65 km/h. Donc il a fallu qu'en fait on crée des becs pour faire augmenter la portance au-dessus de l'aile et raccrocher les filets d'air. Voilà. Et que les commandes soient bien alimentées pour tout le long. Ah ok. Parfait. Voilà. Et l'empennage janté? L'empennage janté, ça c'est, si tu veux, c'est pour une meilleure performance
Et pareil, on aura toujours cet effet elliptique. Tu vois, même la gouverne, on est toujours dans le même ADN. Voilà. Et c'est D'où le E, quoi. D'où le logo ellipse en elliptique. Et donc vous êtes basé où si on veut venir les essayer, donc, tester, nous, on est basé à Villefranche-Tarare, à 30 minutes au nord de Lyon. À côté de Duquelis, que beaucoup de personnes connaissent. Voilà, comme ça ils peuvent faire un saut chez nous en même temps. Ça marche. Et donc comme ça, là tu es sur de l'alu? C'est de l'alu ou donc c'est de l'aluminium et c'est pour alu. ça que ça peut être pour tout type, parce que c'est des machines qui sont faciles de réparation. Ça voilà. en casse plus. Voilà. Et en termes de tarifs, donc là sur notre ULM tout-terrain, si je puis dire, on va être sur quelle gamme? On va rentrer en entrée de base à 145 000 € TTC, d'accord, mais tu auras déjà radio, transpondeur, parachute de secours, tu seras déjà bien équipé. Par contre, bien évidemment, là on est à 167 000 € parce qu'on a une couleur premium, on a une machine un peu plus travaillée. La TVA c'est 20% sur les avions? Voilà. Okay. Donc les professionnels peuvent récupérer leur propre TVA. Et sur l'ellipse l'ellipse, on est sur une machine là avec un autopilote et une instrumentation classique. On va être sur une machine à 175 000 € TTC. Pour du carbone, c'est très bien placé pour ce constructeur. Et tu as le parachute à chaque fois à chaque fois, voilà. Et on sera équipé en Béringer, je veux dire, on aime bien mettre une petite trace française dans nos machines. Voilà. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Alors toujours dans notre quête de l'ULM idéal pour Arcachon, eh bien il faut rencontrer Promec. Promec Aerospace, eux, ils font déjà des matériaux composites pour l'aviation de ligne. Donc il y a une petite habitude à un certain standard aéronautique, à un certain niveau. Là, c'est leur tout nouveau, c'est le Pegaso 2022. L'année prochaine, il y aura un nouveau modèle, on pourra vous en reparler. C'est fabriqué dans le sud de l'Italie, au niveau de l'arrière de la botte. Et là, j'étais obligé de vous parler de celui-là. Non pas parce qu'il est en immatriculation française, mais obligé de vous en parler à cause des couleurs. On dirait qu'il est peint pour des briefs, ou D-Plane maintenant. Pourquoi est-ce que j'étais obligé de vous en parler? Parce qu'en fait, on va être franc, le Phoenix, il est très sympa. Alors c'est pas leur tout dernier modèle, mais on est sur typiquement un ULM pour un usage plutôt avancé pour un propriétaire. Vous n'allez pas acheter ça si vous avez 5 heures de vol, mais par contre si vous avez 250, 300 heures de vol, que vous voulez pouvoir vous déplacer, vous voulez pouvoir vous faire plaisir, faire des vols un peu tactiques, c'est idéal. Vous l'aurez compris, c'est peut-être un petit peu un de mes crushs, j'ai plusieurs crushs sur le salon. Si ça vous intéresse qu'on aille les voir en Italie pour aller tester tout ça, n'hésitez pas à nous le dire. Et je pense qu'on va craquer, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là on est sur un stand plus franco-français, mais je voulais vous le montrer, on dirait un DR400 nouvelle génération, c'est le Alto NG. Alors il n'y en a que quelques-uns qui sont fabriqués tous les ans, mais je crois que celui-là il a quand même la palme au niveau du mondial, bien de la meilleure finition d'un point de vue couleur. En plus, encore une fois, c'est des couleurs qu'on adore. Donc là, Alto NG, fabrication française, n'hésitez pas à les googler si ça vous intéresse. On est sur une sorte de DR400 version ULM, sain, efficace, ça fait le job. On vous parlait de Duquelis tout à l'heure, on a vu leur avion. En fait, c'est ça. Un avion, c'est pas un planeur. Il faut de la propulsion, il faut que ça tire, il faut tracter. Et ici, vous avez The Place to Be. Et je pense qu'on peut dire que du stand, enfin du mondial, je crois que c'est le stand le plus stylé. Et je dis pas ça parce qu'il y a le grand tapis rouge pour accueillir les clients. Et je dis ça parce que ça fait un petit peu art contemporain, design. Et c'est incroyable de voir l'évolution qu'il y a eu au niveau de quelque chose de entre guillemets aussi simple qu'une hélice et à quel point c'est travaillé désormais. Pour la petite histoire, la plus grosse hélice au monde, si je ne dis pas de bêtises, ça va être sur l'A400M. On est sur un monstre de plus de 5,2 mètres de diamètre. Et là, on est sur autre chose. Et maintenant, il y a beaucoup de tripales sur le monde de l'ULM. Ça permet, entre autres, mais de réduire le bruit. Allez, on continue. La grosse nouveauté, c'est maintenant qu'il y a des turbines sur ULM. Donc le gros avantage, ça va être que vous allez garder plus de puissance en altitude. Et puis après, derrière, en termes de maintenance également, c'est quand même plus simple. Regardez, ça n'a rien à voir avec les petits moteurs Rotax auxquels on est habitué d'habitude. Et en plus, accessoirement, ça donne un petit côté, moi ça me rappelle le Tucano, pour faire simple, mais le futur, tout simplement.
Et donc la turbine que vous avez vue, on la retrouve ici et ça vous permet surtout de maintenir la puissance même en montant. Donc comme ça, quand vous faites des voyages avec votre VL3, vous gardez la puissance, vous gardez les chevaux et vous tracez et vous êtes complètement en compétition en étant beaucoup plus écolo en plus avec des gros avions. Si vous êtes que deux, c'est parfait, quoi. Alors comme vous le savez, je suis franco-canadien et au Canada, eh bien, il y a l'aviation de brousse. Ici, il y a Humbert Aviation. Alors c'est marrant parce que ça sonne presque comme Saint-Hubert qui est un gros pôle d'aviation au Québec. Et ce que j'adore sur ce stand, eh ben, c'est une entreprise familiale, c'est très connu dans le monde de l'ULM. Mais là vous avez leur 300e, le numéro 300, la Tetras 300 avec ses pneus surdimensionnés. Ça donne envie de faire, voilà, regarder les vidéos aux US, voilà ce qu'ils font avec. On est en France, le cadre réglementaire est légèrement différent. Mais moi, ça me donne qu'une envie, eh ben, c'est d'aller chez Belle Maman, d'arracher les kiwis et de mettre une piste. Pourquoi? Parce qu'avec ce bestiau en 60 à 100 mètres grand maximum, eh ben, ça vous ouvre le ciel. Et quand, avec ça, en 60 à 100 mètres, vous décollez, vous retrouvez au-dessus des Pyrénées, au-dessus des Alpes, au-dessus du Jura, de ce que vous voulez, ben, c'est assez incroyable. Et pour avoir vécu de l'aviation très rapide, quasi bisonique, il y a un véritable plaisir à piloter ce genre d'aéronef. En ce moment, je fais mon FI, mon cours instructeur sur C42. On se pose sur des pistes très courtes. C'est un autre type d'aviation. Rien à voir avec l'aviation de ligne. C'est du pilotage pur et c'est un kiff incroyable. Donc c'est avec ce type d'aéronef que ça se fait. On a de la chance en France d'avoir un fabricant qui nous fait ça avec un beau Rotax 912 dedans. Et apparemment, ça monte aux arbres et c'est très sympa. En fait, le Tetras, c'est avant tout une philosophie de vol. On a une philosophie de vol depuis tout le temps, c'est-à-dire la liberté de l'ULM, ce que nous permet la réglementation ULM française, qui est assez unique finalement au monde. Et à l'époque, l'idée c'était de mettre un petit avion dans l'ULM, donc pour avoir plus de performance, plus de confort, en exploitant au maximum la réglementation ULM et toute cette liberté sur les petites pistes, le fait que vous pouvez faire une piste chez vous. Alors maintenant on est un petit peu embêté avec les zones de montagne, tout ça, mais on a toujours été, même avec nos clients, de dire faites la promotion de créer des nouvelles pistes, de créer des nouvelles bases pour en avoir un maximum, parce que même s'il y en a une qui ferme, si une ferme mais que 10 se recréent, on a tout gagné, quoi. Donc, voilà. Et c'est vraiment cette philosophie de vol qui n'a pas tout le temps été à la mode, qui revient vraiment à la mode, qui revient vraiment en force, tout simplement parce que c'est les fondements même du vol, du pilotage et du plaisir de pilotage. On a dans nos panels de clients énormément de profils différents. On a des pilotes avions classiques, on a des ulmistes qui ont développé, qui sont montés en gamme en partant du LM très simple, même parfois d'occasion, des jeunes, tout ça. Et on a vraiment des gens qui reviennent vers du pilotage. On a des gens qui ont des avions de collection et qui me disent oui mais c'est des avions qui sont tellement chers, tellement difficiles, où c'est qu'on ne pilote que des paramètres mais on ne pilote plus l'avion et on ne le ressent plus. Ce type de machine très légère est très vivante et très démonstrative. Elle est, voilà, le Tetra fait maintenant aujourd'hui, à force de temps, vraiment référence. Et elle est appréciée et encore découverte à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est magique. Voilà. Pour nous, c'est vraiment magique. Votre plus beau souvenir aux commandes d'un Tetra, c'est quoi? Les plus beaux souvenirs, c'est les plus beaux vols. Les plus beaux vols, bon, hormis les premiers vols où c'est qu'on est lâché évidemment, mais dès le début avec le Tetra, pour en faire la promotion, j'ai fait des compétitions et il y avait des tours ULM, enfin des tours ATL qui étaient organisés, c'était dans les années 90-95. Donc j'ai fait les premiers tours là et c'était l'époque où c'est qu'on pouvait voler plus bas. Et c'est donc toute la côte atlantique depuis Brest jusqu'à Biarritz, tout le long à 50 mètres sol sur la plage. Et ça, c'est vraiment les plus beaux souvenirs. Il n'y a pas les avions de la marine qui vous sont passés en dessous? Non, non, là on était plus bas que la dune du Pilat, donc c'est bon, on était vraiment bas. Oui. Pour dire, nous on a droit à 30 mètres sol, je dis ça, je dis rien, mais à plus de nautiques là. Bon, bah, super, génial. Et du coup, si on veut en savoir plus sur vos avions, on va sur internet et vous êtes basé où? C'est ça, on est basé dans les Vosges, vraiment dans le coin montagne des Vosges. Pas hyper touristique, on y est, mais c'est très joli. Voilà. Donc vous n'avez pas envie de traverser l'Atlantique, d'aller faire de l'aviation de brousse au Québec, vous allez dans les Vosges, on vient vous voir. C'est ça. C'est un peu the place to be et du coup on va essayer de trouver un créneau dans la journée. Et même les Québécois s'intéressent à nous maintenant aussi. Mais moi je suis canadien, donc carrément on va pousser ça en Amérique du Nord parce que
parce que ça sent l'aviation de Bruce. Bah, merci beaucoup, Merci, hein. excellent salon à vous et Merci, puis à vous bientôt aussi. j'espère. Merci. Forcément, avant d'acheter un avion, c'est comme le mariage moderne, j'ai envie de vous dire, il faut tester. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester le SD4. Et cet avion, je vous le dis tout de suite, il a 4 heures de vol. J'ai jamais fait d'avion qui avait si peu d'heures de vol. J'ai fait des réceptions de Rafale qui n'avaient pas beaucoup d'heures, mais là 4 heures c'est une première. Donc on a la grande chance de pouvoir le tester aujourd'hui depuis le terrain, car ici au Mondial, eh bien, il y a des créneaux ouverts pour pouvoir justement tester, partager avec des passionnés. Et point très important, si un jour vous montez dans un avion, qu'est-ce qui doit vous intéresser? Les procédures de secours, la zone, la météo. Et moi, il y a un truc que j'adore également, c'est sur ces machines-là, où est le parachute? Il est là, super important, je ne le dirai jamais assez, grande différence entre le monde de l'ULM et un certain monde vieillissant de l'aviation générale, mais que j'adore, eh bien c'est qu'en ULM, vous avez ce parachute, on en reparlera, le BEA a d'ailleurs fait un très bon papier sur ce sujet. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire venant du siège éjectable, j'adore. Et l'autre valeur qu'il faut connaître, ça va être la vitesse de finesse max. Donc la finesse max avec cet avion, c'est combien? C'est 13. Donc tu as 13 de finesse. Exactement. Et tu as en km/h, il faut qu'on se mette à combien? À 120 120 km/h. en lice. Donc ce qui est bien avec les ULM, c'est que tu es généralement entre 100 et 120. Et petit point quand même, on va réviser, si vous avez du vent de face, vous généralement se mettre un peu plus rapide. Et vent arrière, vous pouvez être à la vitesse de finesse max. Bref, donc ce que je vous propose maintenant, c'est on va s'installer, on va aller faire un tour de Viper. C'est quand même assez stylé, chasseur omni-rôle. Ou pas, on va voir. On va voir. Et Tu puis, diras on tes n'a pas tout impressions. le setup parce qu'on n'avait pas anticipé de faire ça, mais on va vous faire 2-3 images en vol quand même, et surtout au retour, je vous dis ce que j'en pense. En tout cas, là, vous n'avez pas l'odeur, mais croyez-moi, ça sent neuf. Nickel. Qu'est-ce qu'il faut que je sache alors sur ta machine? Alors, on a fait la check, on a vérifié qu'il y a de l'huile dedans, que les boulons étaient tous en place. Ouais. Pas de souci. C'est bien. T'as une bonne. Il faut quand même. La confiance. N'exclus pas le contrôle. Exactement. Ça sert à rien de faire des livres sur la sécu si tu vois, je prends pas de C'est livres. exactement, t'as raison. Et du coup, par rapport à la zone, là, tu veux faire quoi en termes de trage? Qu'est-ce que tu as en tête? Ah, moi je suis ouvert à tout, moi. Hein. Moi, je suis pour un pas loin patard, un petit truc ça. Oula, ah oui, putain, Bah. faut pas se prendre dans le dos, bien sûr. Non, mais tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi la verrière est inversée. Ouais. Regarde, t'es droit et tu t'assois. On a, ça j'adore, le frein comme ça, je suis fan. J'ai découvert avec le C42, je suis fan. On a des volets électriques, une manette de gaz de Rafale, on dirait la manette de gaz de Rafale. Roulis, Ouais. donc trim de roulis, t'engages et roulis et t'engages, les deux en fait. Voilà. Ah, regarde, non, parce que j'aime bien être le mec chiant quand même. Donc là, ils vous ont fait, c'est comme sur les Sharks, ils vous l'ont fait inverser ça. Oui, inversé. Ouais. Donc ça, pourquoi ils font ça? C'est une vraie question parce que moi je trouve que c'est pas pratique. Mais pourquoi tu arrives toi? Tiens, attends, bouge pas. Faut prendre la main, faut quand même s'habituer un peu à la machine. Il y a un autre point, c'est si je suis pas d'accord, j'ai qu'à l'acheter et j'aurais jamais à le régler. Tu vois. En C'est fait, il une faut autre manière l'attraper. de- En fait, il faut l'attraper, le mettre comme ça et le tirer vers elle. Ah, tu vois. C'est pour ça qu'on a besoin d'un instructeur. C'est bon pour toi? Ouais.
Alors notre call sign c'était 583 parce que c'était notre numéro au niveau de ce mondial de l'ULM et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Viper SD4, celui-ci a maintenant 4,5 heures de vol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on vient de lui faire un pourcentage non négligeable de ses heures de vol. En définitive, s'il y a un truc moi qui m'a marqué, c'est que c'est un avion extrêmement fin. Et je me suis fait avoir avec tous les biais marketing qu'on entend autour des alliages. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'un avion qui n'est pas en alliage, et donc qui est plus facile à réparer, ait quand même des performances aussi fines et surtout une capacité de réaccélération qui était, vous allez voir au niveau des images, très sympa. Donc au final, avec cette machine, perso, pour l'utilisation qu'on a fait à Arcachon, que ce soit pour de l'école avancée, mais même de l'école de début, on va dire après 5-10 heures de vol, et ensuite derrière, pour faire, vous allez le voir, on a attaqué un TGV, on a attaqué un tracteur, pour faire des évolutions. J'ai vraiment envie de le tester en patrouille parce que je pense qu'il est très intéressant en patrouille. C'est un avion qui coche absolument toutes les cases, et le tout un ticket d'entrée bien inférieur à du carbone. Donc très belle expérience, machine qui m'a paru très saine et moi j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à l'amener sur le bassin pour tester un petit peu en patrouille à deux ce que ça donne et je pense que ça peut être extrêmement intéressant et en manœuvre de chasse aussi, mais ça c'est un autre sujet qu'on garde pour 2026 je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Bon alors Valentin, je pense qu'on a les idées assez claires, on sait quelle machine on veut. Si je fais un petit peu la checklist, on a identifié la machine, on a la place dans nos hangars, il va nous manquer qu'un seul truc. Heureusement, le mondial de l'ULM a pensé à tout. Du coup avec Air Courtage, on se connaît déjà, puisque on travaille avec vous pour nos 2 premières machines. Donc là maintenant, si on est passé sur une 3e machine, est-ce que c'est l'horreur ou est-ce que ça se passe bien? Ça se passe bien. On va juste vous poser quelques questions. Toujours, voilà, toujours. Pourquoi? Dans l'aviation de toute façon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'assurance, l'objectif c'est quand même, ça porte pas valeur d'en parler, mais si demain vous avez un accident, et ça porte vraiment pas valeur d'en parler, c'est d'être sûr, dans 90% des cas, que l'assurance va indemniser conformément à vos attentes, d'accord? Donc on va vous demander le marque, la type de la machine, la valeur bien sûr, les heures à peu près que vous allez faire et puis surtout qu'est-ce que vous allez faire avec. Voilà, votre expérience et tout ça. C'est plus cher en vol d'eau toute la journée ou pas? Non, pas de vol d'eau. Non, très bien. Donc très clair et après derrière, qu'on comprenne bien, parce que c'est vrai que dans le monde de l'ULM, souvent, par exemple, on va dire c'est notre machine, on a des métiers à côté, on est cadre, je sais pas, cadre, patron. Si on a un souci et qu'on a un dispo pendant 6 mois, ça va impacter notre vie pro et c'est pas forcément couvert par nos assurances classiques, c'est ça? Vous avez tout à fait raison d'en parler parce que tu vois, aujourd'hui on a trop d'accidents où malheureusement, au jour de l'accident, les personnes nous appellent et nous disent mais j'ai pas de capitaux complémentaires, mon mari n'avait pas souscrit ses assurances, il était chirurgien ou il était commerçant, il était artisan et en fait la garantie de l'ULM n'était pas couverte. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement on va poser quelques questions pour pouvoir mettre les rustines en fait à vos contrats d'assurance habituels. Voilà. D'accord. Et ça, donc, tu as une équipe de combien de personnes pour faire ça? Maintenant, on est une petite quarantaine de personnes. Une petite quarantaine, vous vous aidez à assurer combien de pilotes et combien de machines? On a à peu près 26 000 machines maintenant en Europe. Et, 26 000 mais machines. On ne compte pas 26 000 Mais c'est des petites, des planeurs, des ULM, des hélicos. Justement, vous faites que des petites ou vous faites... On fait aussi, on va jusqu'à la 320, mais on en a beaucoup moins des gros, bien sûr. C'est petit, un 320 quand tu compares au 777. Par rapport au petit cri-cri. Donc du cri-cri au 320. Même du mini-drone, mais les drones, du mini-drone. Puis l'assurance de drone aussi. Oui, aussi, également. voilà, tout à fait. Donc tout ce qui vole et qui potentiellement, malheureusement, peut heurter la surface pour protéger tous les acteurs, les pros, les privés, les artisans. Voilà. Comment est-ce qu'on vous trouve du coup sur Internet ou de toute façon vous êtes sur tous les salons? En fait, on essaie d'être présent un maximum et voilà, on est heureux d'être plutôt sur le terrain, donc sur Internet, au téléphone, par WhatsApp et voilà. Partout et des équipes bien réactives. Super, merci beaucoup. Merci on beaucoup. Va étudier du coup pour le 3e avion. On vous dit pas encore ce que c'est, il faut venir à Arcachon voir. Et à très vite. À bientôt, merci. À thé. Unicorn Aviation, je ne sais pas si vous vous rappelez d'eux, l'année dernière on avait testé leurs d'avions. Ils sont bons pour l'environnement, également pour votre portefeuille. Et cette année, regardez, je pense honnêtement que c'est le plus beau stand du mondial. Et je dis pas du tout ça parce qu'ils ont une photo de ouf là-bas ou parce qu'ils ont une photo de malade là-bas, mais aussi parce regardez ça, ils ont amélioré les moteurs, regardez les questions. Et c'est de mieux en mieux. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'ils font avec le 85 bioéthanol. On vous fait voler, donc c'est quand même plutôt classieux. Et pour terminer notre petit reportage à ce mondial, on va aller voir à côté, par ce trou-là, ça reste entre nous, mais
Et il y a un des anciens chefs d'escadron de mon père. Et il m'a invité à venir tester cet aéronef à Gap pour aller faire de la surface. Regardez cette machine, il arrive de Gap avec. On a un magnifique amortisseur mettre rangé dessous. Vous allez pouvoir aller chercher de la surface avec ça. Et l'aviation, c'est quelque chose d'extrêmement hétéroclite. Et c'est ça mon problème aujourd'hui. Je ne sais pas à l'instant T si je veux un ULM de haute performance en plus pour la flotte. Si je veux pouvoir décoller depuis le domaine de Belle Maman avec cet aéronef-là, je ne sais pas ce que je veux. Et pour ça, il faut continuer un petit peu, je pense, à découvrir le monde incroyable de l'ULM. Et je dis bien le monde incroyable parce que moi, j'ai fait du Rafale Omni-Rôle, tout type de mission. Mais là, en fait, je pense qu'on peut dire au mondial de l'ULM qu'on est sur de l'aéronautique omni-milieu, omni-rôle également, sur du Nicolas Court, du bol long, on entend l'hélico derrière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On va dormir dessus et en reparler avec la banquière. Bye safe.